à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live pour parler du recyclage, car aujourd'hui, jeudi 18 mars, c'est la journée internationale du recyclage. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle occasion pour parler du recyclage avec des marques labellisées Optic for Good. Et là, j'en ai 4 qui se sont réunies. Donc, on a Cyril de Brevno. Je te laisse présenter en quelques mots ta marque. Bonjour, donc je suis Cyril Télèze. Moi, je représente l'atelier Brevno pour la France, un atelier qui a été monté en 2013 en Sibérie profonde. Et l'idée de base, c'est d'associer quand même tout ce qui est artisanat traditionnel, on préserve le fait main, mais de le mettre aussi avec toutes les avantages technologiques qu'on peut avoir maintenant, parce qu'on est en 2021 même, là. Sachant que le concept, c'est toujours de rester propre, de faire des choses qui sont un peu originales et de rester dans du produit qui est durable et pas du produit de consommation bête et méchant. Voilà. Et donc, fraîchement labellisé 2021. Et un autre fraîchement labellisé 2021, on a Sébastien de Jam Vision. Donc, pareil, je te laisse dire quelques mots sur ta marque. Bonjour, donc je suis Sébastien Brusset et effectivement, donc Jam Vision, on a le plaisir d'avoir été labellisé très récemment, et donc c'est une toute jeune marque qui s'appuie finalement sur deux piliers qui sont le premier, l'éco-responsabilité, parce que c'est vraiment enfin, c'était fondateur quand on a décidé de créer cette marque. Donc on a créé notre trousse à outils pour arriver à faire des produits les plus propres possibles. Et puis le deuxième pilier, c'est qu'on fait ça en collaboration. Donc on travaille avec des artistes, des opticiens pour faire des choses qui soient spécifiques, puisque l'idée, ce n'est pas de travailler seul dans notre coin, mais c'est plutôt de travailler avec les gens et a fortiori avec nos clients. Voilà. Super. Et donc, on a deux autres marques, des vieux de la vieille. Il y a Christophe de Netlux. Christophe, je te laisse dire quelques mots aussi sur ta marque. Bonjour à tous. Moi, je représente donc la marque Netlux. Nous, on est fabricant de montures en France. Notre particularité, c'est qu'on ne fabrique des montures qu'à la demande, donc à la demande de nos opticiens qui vont co-créer avec leurs clients, et donc un certain nombre des outils qu'on leur met à disposition, leur monture, en choisissant la forme, la couleur, la finition, etc., etc., différentes options de personnalisation. Et on fabrique tout ça à la demande en France. Voilà, voilà. Super, merci. Et on a Florent de Frods. Je te laisse présenter ta jolie marque pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, bonjour, donc moi je suis Florent, le concepteur de Frods. L'idée de base de Frods était de partir sur de l'éco-responsabilité et en travaillant avec un collectif. Ce qui fait que chez Frods, tout le monde est indépendant, du fabricant au designer, etc. Et c'est un collectif, donc il y a des communicants, enfin voilà, on essaye de mettre en avant le savoir-faire français, de jouer la carte du circuit court au maximum, puisque les points les plus éloignés dans l'ensemble de nos partenaires du collectif est de 280 km. Super. Parfait. Et donc, j'ai aussi Julien, toujours fidèle au poste, mais cette fois-ci, il reste dans les coulisses. Et il sera notre timer, notre modérateur. Il relèvera les questions éventuelles posées durant le live. Et donc, si vous entendez une voix masculine chez moi, c'est Julien qui est derrière. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir donc 4 hommes pour parler de recyclage dans leur entreprise, mais aussi de recyclage dans la filière lunetière, parce que là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, maintenant. Mais avant de commencer, je voulais rappeler ce que c'est que cette journée internationale du recyclage, parce que voilà, pour sa culture personnelle, ce serait intéressant de le ressortir lors des apéros ou des dîners en famille. Ce que c'est que cette journée internationale du recyclage, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée a été créée sous le nom de Journée du recyclage aux États-Unis en 1994, donc au siècle dernier. Et cette journée avait pour objectif
de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Donc, ils étaient forts, ces Américains, en 94, pour précurseurs aussi, pour mettre ça en avant. Et c'est en 2018, donc récemment, que ce mouvement est devenu international avec le Global Recycling Foundation. Donc, vous aurez le lien de ce site, de cette fondation dans le descriptif de la vidéo. Et du coup, cette journée internationale a pour but de mobiliser les leaders mondiaux, nous, les professionnels, les experts, ainsi que les initiatives citoyennes pour adopter un nouveau regard. Attention, le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. Tout un beau programme. Et donc, avec nos 4 marques labellisées Optic for Good, on va parler de ces fameuses ressources de demain dans leur collection et dans leur entreprise. Voilà. Donc, qui veut commencer à parler du recyclage justement soit dans vos collections, soit dans vos entreprises? Oh. Bien, moi je veux bien partir. C'est Comme tu le disais, le recyclage, ça part du déchet. Et ça, c'est la première question qu'on doit tous se poser. Qu'on doit tous ceux qui veulent s'engager dans cet univers-là, c'est de se dire d'abord, quels sont mes déchets? Pour pouvoir utiliser des déchets, il faut d'abord analyser qu'est-ce que ce sont vraiment des déchets. Nous, chez Frods, depuis le début, vraiment depuis le premier jour de la mise en place de ce concept, on a travaillé sur justement comment éliminer au maximum les déchets industriels ou les déchets artisanaux liés à la fabrication de nos montures. Aujourd'hui, on est capable de réutiliser 90% de nos déchets industriels, soit en reconcassant une partie de nos plaques d'acétate pour en fabriquer des goodies, soit en réutilisant de toutes pièces des chutes de plaques d'acétate. Donc, par exemple, les jetons, on va s'en servir pour faire des petits présentoirs pour mettre une lunette dessus. Les découpes laser des branches, ça fait des squelettes de branches qui nous permettent de faire des présentoirs en vitrine. Et le déchet qui est normalement le moins qualitatif, en tout cas, je m'en rappelle encore, la première fois où j'avais été récupérer ça chez les fabricants, c'est ce qu'on appelle les copeaux de rabotage. Les copeaux de rabotage, ça ressemble un peu à de la paille, c'est ce qui permet de rendre une plaque d'acétate totalement lisse et uniforme avant de le passer sur une CNC. Vraiment, les gens avaient les yeux ouverts en grand, ils me voyaient rattraper ça dans des gros sacs poubelles, ça faisait des quantités monstrueuses. Et on a cherché vraiment longtemps pour savoir ce qu'on pouvait faire de ça. Et au bout d'un certain temps, on a trouvé l'option de dire on ne va plus utiliser de polluants pour caler nos colis au niveau du transport. Donc, pas de papier bulle, pas de polystyrène, etc. Et on s'en est servi dès le premier jour, en fin de compte, pour caler nos colis pour les premiers envois. Les réactions furent assez exceptionnelles des opticiens. Il y a eu, génial, ça permet de faire une mise en scène dans les magasins au niveau des vitrines. Les opticiens qui nous ont fait remonter l'information qu'en mélangeant ça avec de l'acétone, ça pouvait faire de la colle pour réparer des lunettes. Et donc, à force de travailler avec nous, ils pouvaient avoir tous les échantillons possibles et inimaginables de colle de réparation d'acétate dans toutes les couleurs. De temps en temps, on a des opticiens qui nous disent « Ouais, mais Florent, quand on ouvre le carton de chez Frods, si on a la mauvaise idée de l'ouvrir dans le mauvais sens, ça en met partout dans l'atelier. » Je suis désolé, ouais. Donc, ça peut arriver. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 70% des colis qui partent aussi, qui sont faits avec des colis de recyclage. C'est-à-dire qu'on n'achète pas nos cartons. Voilà, donc c'est un ensemble de données comme ça qui, petit à petit, fait qu'on est de plus en plus propre. On est loin d'être à 100%, loin de là. Mais en tout cas, petit à petit, on arrive à avoir un regard sur nos déchets industriels qui nous permettent de les réduire au maximum. Wow, super. Dis donc, tu mets la pression pour un premier témoignage. Désolé. Qui veut passer après Florent? Allez, motivé? Allez, Cyril, on t'écoute.
Nous, alors la base du recyclage, c'est pas que le recyclage, donc ça passe aussi, ça passe forcément de toute façon par le déchet, mais ça passe aussi sur l'idée de réduire au mieux de toute façon ces déchets. Donc ce sont en les réutilisant, en trouvant le moyen de moins en produire. Nous, à la base, on est un atelier, on travaille le bois, donc on reste déjà dans l'écologie. C'est un peu plus facile. Nos chutes de bois, on peut les transformer en sur, en faire du compost, s'en servir pour faire pousser plein de choses. Et on n'utilise que des produits naturels. Là, depuis 1 an, on a commencé à travailler justement tout ce qui est plastique recyclé. On avait pareil un problème avec les emballages, avec les chutes, avec plein de choses. Donc, on s'est monté une machine dans l'atelier qui nous permet de trier, nettoyer et sélectionner un peu les différents plastiques qu'on a pour pouvoir concevoir nos propres plaques et les retravailler. Et du coup, aussi pouvoir récupérer les chutes de nos propres plaques pour les réinjecter sur d'autres types de plaques. Parce que quand on commence à mélanger les couleurs, ça devient vite n'importe quoi. Donc l'idée là maintenant, c'est essentiellement de se focaliser sur toutes ces matières qu'on a mis des centaines ou des milliers d'années à transformer et qui commencent à se raréfier, à se focaliser sur ces matières transformées pour, pas forcément leur redonner leurs caractéristiques d'origine, mais vraiment se dire, voilà, on a des ressources rares, on les laisse tomber, maintenant on développe des solutions pour toutes ces ressources-là. Et les rendre de toute façon utiles parce qu'elles sont là et que ça ne sert à rien de les jeter. Il faut qu'on réduise nos déchets, il y en a trop. Un des plus gros problèmes qu'on a, je pense maintenant, ce n'est pas la conscience du recyclage, c'est toute la surproduction de tous ces déchets qu'on a qui fait qu'on passe plus de temps à essayer de les stocker, voire même à les brûler maintenant pour les réduire qu'à les traiter. Donc là, voilà, nous, l'idée du recyclage, ça commence déjà par réduire nos déchets, réduire les déchets des autres, justement pour pouvoir optimiser tout ça. Super. Beau programme aussi. Super intéressant. Si je peux enchaîner Oui. par rapport à ce que vient de dire Cyril, c'est vrai qu'on a un peu la même approche de notre côté en se disant que finalement, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas dans l'absolu, parce que malheureusement, on se rend compte que cette notion de recyclage, c'est parfois un alibi aussi en se disant c'est pas grave, c'est de la matière recyclée ou on peut recycler le matériau. Et donc, on a la possibilité de gâcher dans une découpe 80% du matériau en disant c'est pas grave, on peut le recycler. Sauf qu'en fait, le recyclage, il y a aussi un impact notamment énergétique qui n'est pas négligeable. Tout n'est pas recyclable, le tri est parfois extrêmement compliqué. Et donc, nous, notre approche, ça a été de se dire, déjà, on essaie de minimiser cette notion de déchets au maximum, donc en travaillant plutôt sur des dispositifs, notamment pour ce qui est type plastique, c'est de fabrication plutôt additive, et en travaillant avec un partenaire qui est capable de ne consommer que entre guillemets, la poudre qui est utilisée, c'est-à-dire qu'en fait, en fabrication additive, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en général, toute la poudre n'est pas donc on vient imprimer en 3D la lunette et en fait, il y a quand même de la poudre autour qu'on ne peut pas réutiliser normalement. Là, nous, on travaille avec un fabricant qui a la possibilité de utiliser 100% de sa poudre. Et qui est capable de recycler également le matériau derrière et qui s'appuie sur des ressources qui proviennent soit c'est bio-based, soit au contraire qui sont des matériaux eux-mêmes recyclés déjà. Donc ça nous semble être une approche aussi extrêmement importante. Nous, de notre côté, on est un peu jeune, on a beaucoup moins d'expérience que vous tous là, mais on essaie de se faire aussi accompagner. Donc on travaille avec des ingénieurs qui sont capables d'évaluer parfois pour certains matériaux, le coût énergétique finalement du recyclage est plus important que la production du matériau en lui-même. Donc, il y a cet arbitrage aussi qui est à faire. En tout cas, nous, les choix qu'on a… On n'en parle pas beaucoup de ça. Oui, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est quelque chose qui est compliqué à évaluer. On s'en rend compte finalement. L'éco-responsabilité de l'éco-conception, c'est tout un paquet de petits potentiomètres qu'on ajuste et en fait, on fait sans arrêt des compromis. Pour nous, donc, en fait, l'approche est de se dire, déjà, on ne produit que ce qu'on vend, on ne va pas surproduire. C'est déjà une première étape parce qu'en fait, effectivement, quelque part, pour ne pas gaspiller de la ressource, déjà, le minimum, c'est déjà pas produire pour rien. Et nous, pour être plus concret sur la partie recyclage, en fait, on utilise de l'acier 100% recyclé
parce que c'est un matériau qui est facile à recycler, parce qu'il est magnétique, donc le tri est assez facile à faire, que la dépense énergétique est moindre par rapport à la production de l'acier en lui-même. Il y a d'autres matériaux comme l'aluminium aussi qui sont intéressants comme ça, parce qu'ils sont beaucoup moins coûteux en énergie et en ressources à recycler qu'à produire. Donc, c'est les matériaux qu'on va favoriser. Et c'est vrai que pour les autres, on a tendance à essayer de les écarter au maximum. Et puis après, de la même manière hein, que nos camarades de jeu, on essaie de recycler. Alors bon, aujourd'hui, nous, on démarre, mais notamment la partie cartonnage. Moi, je me retrouve bien dans ce qui a été dit précédemment, c'est acheter des cartons et balancer tous les cartons qu'on peut recevoir nous, et pour finalement en mettre des nouveaux pour nos clients, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, l'idée, c'est plutôt revaloriser ces cartons. C'est, voilà, encore une fois, ne pas consommer pour rien. Voilà. Exact. Super aussi. Même jeune marque, il y a de belles choses. Et toi, Christophe, on ne t'entend pas depuis tout à l'heure. Bah, moi, j'écoute, hein, je prends des idées, je prends des notes parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est en s'inspirant de gens inspirants et vous l'êtes, donc c'est super, ravi d'être avec vous. Nous, quelques mots, effectivement, on est dans cette même logique, c'est-à-dire qu'il y a deux axes. Il y a l'axe de comment recycler nos déchets pour les revaloriser et aussi comment générer moins de déchets. Donc, nous, notre modèle économique basé sur la fabrication à la demande et donc le fait de produire que ce que l'on a vendu, déjà de facto, ça limite la surproduction. Donc déjà, on est, on va dire, by design, comme disent les Américains, by design éco-responsable sur le sujet. Au niveau de la fabrication, on a grosso modo trois matières qui sont utilisées. On a l'eau qui va être utilisée au niveau des ateliers de galbage et de polissage. Donc là, sur l'eau, on est en circuit fermé. Donc déjà, on ne consomme pas d'eau, on est sur du circuit fermé. Au niveau de l'électricité, on a des partenariats avec des acteurs de l'énergie verte. On travaille également sur des partenariats avec l'ADEME pour monter des éoliennes privées sur nos ateliers pour pouvoir essayer, en tout cas, c'est l'utopie visée, essayer d'être complètement autonome sur le sujet de l'électricité. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même un peu irréaliste. Et sur le sujet de l'acétate, qui est notre troisième ressource, vu que nous, on fabrique que des montures en acétate. Donc là, on est sur de la fabrication comme je vous disais tout à l'heure, à la demande. Aujourd'hui, nos déchets de production, donc, qui sont effectivement tous ces déchets d'acétate qu'on essaye de réduire au mieux, c'est des déchets qui sont compliqués à revaloriser réellement. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, les vrais réseaux de recyclage de l'acétate, il n'y a rien de très, très ambitieux. Hein. Donc, pour le moment, on le recycle en interne, c'est-à-dire qu'on en fait des goodies, un peu comme Freud le disait tout à l'heure. On en fait du goodies, on en fait de la PLV, on en fait des outils en interne pour améliorer l'ergonomie de nos postes de travail, etc. etc. Donc, on est presque un atelier en acétate, dans l'absolu, tellement on recycle un peu partout sur le sujet. Sur cette partie acétate, on travaille vraiment beaucoup sur la migration à l'avenir vers du bioacétate. Donc, on a déjà pas mal de projets sur le bioacétate qui sont en cours. Moi, ce que je vise, c'est la revalorisation du bioacétate pour le transformer en miel. Je ne sais pas si on avait déjà parlé ensemble, mais moi, je suis apiculteur à mes heures perdues. Et l'idée qu'on est en train de travailler, donc on a pas mal de projets sur ce sujet-là, c'est donc de se doter de composteurs industriels qui vont nous permettre en fait de biocomposter le bioacétate justement parce qu'il a la particularité en fait de remplacer les solvants par l'acide citrique. Et l'idée, c'est que ça peut se composter. Donc, en gros, en 90 jours, on dégrade plus de 95% de la matière. Et en fait, les 5% restants, c'est ce qui donne de la structure à la terre, donc au compost. Et en fait, donc c'est très, très bénéfique pour la terre, pour le coup. Sur cette terre, en fait, on va y planter des plantes mellifères. Vous allez comprendre le circuit. Ces plantes mellifères vont faire des fleurs mellifères qui vont alimenter nos ruches. Donc, on a des ruches sur le toit qui vont alimenter nos ruches. Nos petites abeilles elles vont fabriquer du miel. Et ce miel, en fait, on va l'envoyer à nos partenaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser au maximum la matière.
et puis d'impacter aussi positivement sur ce sujet de l'écologie. Nous, on est en ville, on est vraiment au centre-ville, on est tout à côté d'un parc, un énorme parc au centre de Nancy. Donc, on a un emplacement assez privilégié pour les abeilles, parce que même si ça paraît contre-intuitif, en fait, l'abeille vit beaucoup mieux en ville qu'à la campagne, où elle est soumise à toute la pollution de l'agriculture. En ville, elle est dans un écosystème qui est un peu privilégié, on va le dire, encore une fois, même si ça paraît contre-intuitif. Et en fait, on fait du super miel qualitativement parlant. Donc, c'est un peu aussi notre manière d'impacter positivement sur le sujet. Et le dernier point, c'est sur la partie expédition. On n'a pas encore trouvé de système parfait. J'ai retenu ce que tout à l'heure Frods disait sur le sujet du calage. Nous, c'est vrai qu'on a pris une solution un peu de facilité aujourd'hui. On est sur des billes d'amidon de maïs biodégradables. C'est toujours ça de prix. On avait travaillé avec une société en Alsace en fait, qui a du déchet de papier. Et en fait, on récupérait initialement ces déchets de papier, ces boulettes de papier pour caler nos colis. Mais bon, par défaut de sourcing, on n'a pas pu continuer. Donc aujourd'hui, on est sur des billes d'amidon de maïs biodégradables. Pour le carton, on est sur du carton évidemment 100% recyclé. On est principalement en circuit court parce que nos partenaires aujourd'hui sont principalement français. Donc, on va jusqu'à valoriser en fait sur nos montures le bilan carbone de notre monture. C'est pas parfait au niveau du calcul, parce que c'est quand même extrêmement compliqué si on veut vraiment faire les choses sérieusement. Calculer le bilan carbone d'une monture, a priori, ça paraît simple. Une fois qu'on se confronte un peu au sujet, finalement, c'est pas si simple que ça. Non. En tout cas, la démarche est là. On affine nos modèles avec le temps. Voilà, c'est un peu grosso modo les grands sujets sur le recyclage. C'est moins produire de déchets, revaloriser les déchets, changer nos méthodes de production pour, encore une fois, impacter positivement sur ce sujet des déchets, soit avec moins de déchets, soit mieux recyclés, aussi bien sur la partie fabrication que sur la partie expédition. Oui, bah dis donc, c'est aussi un beau programme. C'est le coût des abeilles. Le coût des abeilles, ça fait toujours. Là, ça c'est presque plus du marketing que. Non, c'est les deux. C'est les deux. On va pas se mentir. Aujourd'hui, l'éco-responsabilité, c'est aussi un argument marketing. On va pas se mentir. Hein. On a avec ce qui s'est passé dernièrement, de plus en plus de consommateurs qui ont augmenté leur sensibilité sur le sujet. Et aujourd'hui, l'éco-responsabilité devient un levier marketing. Quand on voit que McDo se dit éco-responsable, on voit bien qu'il y a quand même un sujet marketing derrière. Même si dans les faits, quand on discute avec nos partenaires opticiens, on se rend compte que le nombre de clients qui rentrent en disant « moi, je veux une monture éco-responsable », il n'est pas non plus dingue. Hein. L'argument reste quand même principalement le prix. Néanmoins, on sent quand même qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire et que ça devient de plus en plus des sujets pris en compte dans les critères d'achat et qu'on a de plus en plus de consommateurs qui cherchent à mettre un peu de sens dans leur achat. L'éco-responsabilité commence à faire partie de ces critères, c'est clair. Ouais, et puis l'inconvénient de ce mot un peu fourre-tout, oui, c'est qu'il n'y a pas de vraie charte en fin de compte. Et qu'on fait tous à notre niveau le mieux que l'on peut ou le mieux que l'on imagine. Oui. Mais en réalité, on ne sait pas à quel degré on est impliqué là-dedans. Tout à fait. C'est clair. C'est clair. Je ne sais pas si tu connais, il y a un label qui s'appelle Optic for Good qui, pour le coup, essaie d'amener cette approche de charte. Mais je pense que ça revient aussi à la question de pourquoi on le fait. On en a qui vont le faire pour le sujet du marketing, et auquel cas, eux, ils vont être effectivement intéressés par avoir cette charte qui va leur permettre de prouver « Coucou, regardez, j'ai la preuve que je suis éco-responsable ». Et si on le fait pour des raisons plus nobles, parce que je pense que ici, je pense que c'est notre cas sur ce live, je pense que quand on le fait pour des raisons plus nobles, finalement, on cherche toujours à faire mieux. Donc la charte, c'est presque plus limitant qu'autre chose. C'est que c'est pas parce que la charte nous a dit qu'il faut faire 4 qu'on est à 4 que c'est bien. Finalement, quand on n'a pas d'objectif, mon papa petit me disait si tu veux atteindre la lune, vise les étoiles. Je trouve que c'est un peu la même idée. C'est que finalement, visons la perfection, qui n'est pas atteignable, mais dans tous les cas, ça sera mieux que si on faisait rien. Ça, c'est clair.
Tout à fait. Et jusque-là, de toute façon, tous ceux qui ont postulé pour auditer, que ce soit marque et que ce soit opticien, puisque maintenant il y a des opticiens, ils sont tous, comment dire, qui sont tous engagés. Ils viennent pas me voir pour l'image du fait d'être, bah, ça y est, on est l'éco-responsabilité, c'est une mode, une tendance. Non, tous, c'est ça le point commun jusque-là. Ils sont tous personnellement engagés et le côté positif de faire avancer les choses et d'être plus écolo, plus éco-responsable, plus voilà, se perfectionner, prendre des notes sur tout ça. Et oui, oui, c'est le profil jusque-là. Je tombe, je touche du bois. Jusque-là, c'est ça. Donc, je suis super contente que ça réunisse des personnes sincères sur cette idée-là. Moi, ça me surprend qu'à moitié. J'ai le sentiment, peut-être à tort, mais qu'il y a un renouvellement de génération. En fait, nous, on a été obligé de faire l'effort de se sensibiliser à l'éco-responsabilité. En fait, les nouvelles générations, en tout cas les acteurs un peu plus jeunes, eux, en fait, sont naturellement sensibilisés à ces sujets. En fait, c'est une évidence pour eux. En fait, il n'y a pas de travail à faire, c'est une évidence. Moi, ça me fait rappeler un peu, pour ceux qui ont vécu, mais je crois qu'on est grosso modo tous dans la même tranche d'âge. Je sais que quand j'étais ado, en fait, on nous martelait l'importance de se protéger pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida. Et en fait, il y avait un énorme matraquage médiatique sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai le sentiment que cet énorme matraquage médiatique aujourd'hui, il est sur le sujet de l'écologie, il est sur le sujet de l'environnement, etc., etc. Et en fait, que toutes les nouvelles générations qui ont grandi avec ça l'ont intégré comme un élément de fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se posent pas la question de est-ce que c'est mieux d'être responsable écologiquement parlant ou pas. C'est une évidence qu'il faut l'être parce qu'en fait, ils ont déjà pris conscience d'un certain nombre de sujets de par le fait qu'ils sont dans une phase où ils se construisent intellectuellement parlant et en fait, ils l'ont intégré comme une évidence. Donc, je pense qu'on va vers du mieux. Certains acteurs un peu plus vieux sur ces secteurs, eux, l'intègrent et ils voient aussi des opportunités marketing. Dont acte, moi, ça me va très bien. À l'arrière, ce qui est important, c'est que les gens le fassent. Qu'ils le fassent pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais autant qu'ils le font quelque part, ça ne me dérange pas trop, finalement. Donc moi, ça me rend plutôt enthousiaste et ça ne me surprend pas que les jeunes opticiens qui arrivent sur le marché, en fait, ont cette démarche, et je le sens, nous, dès qu'on a des partenaires qui sont un peu plus jeunes, ils sont très, très sensibles à ce sujet et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils viennent vers nous, parce qu'ils sentent voilà, un alignement en termes d'ADN sur ce point-là. Alors que les acteurs un peu plus vieux, je ne vais pas donner d'âge pour blesser personne, mais des acteurs un petit peu plus vieux, en fait, on sent bien que ce sujet, il est très secondaire. Oui, bah, si ça peut me faire récupérer 2-3 clients de plus, c'est cool, je vais mettre votre affiche dans le magasin, mais c'est pas, on voit bien qu'ils n'y viennent pas ils n'ont pas le même degré d'investissement sur le sujet, quoi. Tout à fait. J'arrête de parler. Moi, il faut m'arrêter, hein, parce que je peux parler comme ça pendant 2 jours. Hein. Je pense que faites-moi des films, faites-moi des stops. On est en train de boire tes paroles, Christophe. Ouais, c'est magnifique, Laurent. Merci. Mais en tout cas, là, sur la première question, c'est vrai que ce que je retiendrai sur le recyclage, c'est que tous ont réfléchi sur les déchets. Tous réutilisent et revalorisent les déchets. Tous aussi ne produisent pas pour rien et tous s'inspirent entre ces belles histoires, ces belles intentions et ces beaux partenariats. Et voilà, si ça peut donner des idées et puis inspirer ceux qui nous regardent, c'est super. Et j'ai mon modérateur qui m'a dit, il y a une question qui a été posée, et bien sûr, c'est Julien qui l'a posée aussi, parce qu'il pose toujours des questions. Il a dit, proposez-vous aux opticiens de participer à votre économie circulaire dans la gestion de vos déchets? Alors, nous, partiellement, le recyclage au niveau des emballages passe aussi du coup par ce qu'on envoie. Du coup, on récupère souvent des cartons. On a des opticiens qui gardent tous leurs cartons parce qu'ils ne veulent pas non plus forcément les jeter, ils les utilisent pour les envoyer à leurs clients. Nous, on récupère aussi ces cartons-là pour les réutiliser.
pour éviter de régénérer d'autres cartons ou de les envoyer sur un cirque de recyclage où ils seront détruits, nettoyés, refaits, réutilisés. Nous, on les vide, on les scotche et on les renvoie directement. D'accord. Donc, indirectement, c'est un premier pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là, mais voilà, on commence doucement. Alors moi, pour répondre à la question, il a d'abord fallu que je réfléchisse à la question. Alors nous, on ne récupère pas de déchets au sein des de déchets d'opticiens pour venir chez nous. Par contre, notre politique commerciale fait qu'on évite les invendus chez les opticiens. Donc, on évite qu'ils aient des produits en stock pour rien, qui risquent, un de ces quatre, d'être totalement has-been en termes de mode et donc de finir à la poubelle ou au mieux d'être donnés à des associations. On a mis, alors je ne sais pas si je devrais le dire parce que c'est un truc qui nous est super propre. Je crois qu'on est les seuls. On est entre nous. Voilà, ouais. Je pense pas qu'on sera qu'entre nous rapidement. C'est un truc qu'on a mis en place, pareil, dès le premier jour. Alors, je pense que la raison, elle est simple, c'est que moi, je suis opticien de formation, j'ai travaillé un paquet d'années en magasin et que le problème de la gestion de stock en point de vente est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Et que pour aller encore au bout du truc, j'ai une multitude de casquettes et j'ai encore un magasin d'optique avec ma femme. Donc, la gestion de stock qui est aussi bien quand on parlait tout à l'heure de ne produire que ce que l'on va vendre. Donc, il y en a certains qui produisent à la fabrication, enfin, qui produisent à la commande. Moi, j'ai opté pour une autre méthode puisque je suis dans des cycles un petit peu plus industriels en termes de fabrication. C'est-à-dire que je ne fais que de la micro-série. Ce qui fait que je suis très souvent, entre guillemets, en rupture de stock, le temps de refabriquer des petites séries et d'être sûr de ne pas avoir d'invendu. Et du coup, ça, je l'ai réfléchi aussi côté opticien. Ce qu'on a mis en place, c'est que les opticiens peuvent faire, pendant les 6 mois qui suivent l'intégration d'un produit Frods au sein de leur point de vente, tous les échanges qu'ils veulent à raison de 1 pour 1, sans aucune contrainte de faire un réassort complémentaire. Un produit qui est échangé, qui re-rentre en magasin, est lui-même rééchangeable pendant 6 mois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a plein de vertus. La première vertu, c'est qu'on sait tous que dans les points de vente, ils ont des cycles d'achat en monture qui est lié à un cycle de vente. Ce cycle de vente dépend de la saisonnalité. Les consommateurs ne vont pas avoir les mêmes envies en termes de colorimétrie en plein hiver qu'en plein mois d'été. Et donc, un opticien qui intègre la marque à un moment ou à un autre, il va le faire à une date donnée, qui est liée à cette saison. Imaginons qu'il fasse une implantation en janvier, il va être plutôt tendance à prendre des couleurs un peu plus sombres. Et puis quand va arriver la partie estivale, les ventes chez Frods au sein de son point de vente risquent de baisser puisqu'il n'aura pas la colorimétrie plus chaleureuse que le consommateur demande à ce moment-là. Lui, ça lui permet, sans être obligé de rajouter du stock dans son magasin et de réinvestir de l'argent, de se dire, il y a X produits que j'ai en linéaire, que je vais faire en échange une pour avoir des produits plus colorés. Nous, ça nous permet de rapatrier des montures, de les reconditionner, de les remettre dans le cycle, soit parce qu'on était en rupture, mais en tout cas, on a franchement, Frod, on est sur notre 6e année. On a vendu aujourd'hui plus de 40 000 montures. J'ai exactement une référence avec 42 pièces, pas 42 par couleur, 42 pièces en tout, qui me restent depuis de la première année. Tout le reste est vendu dans l'année à chaque fois. Donc, nous, derrière, on sait qu'on va pouvoir le revendre. L'opticien, lui, ça lui permet d'avoir un stock en permanence en adéquation avec la demande du consommateur. Ça lui permet aussi, des fois, quand on sort des produits totalement rock'n'roll, de se dire je vais l'essayer pour faire pour la vitrine, et puis s'il le sent, il le garde, ou bien il peut le retourner. Voilà. Je pense que c'est notre participation dans le sens gestion en collaboration avec les opticiens. Tout à fait. Non, c'est une nouvelle notion qu'il faut intégrer de plus en plus dans une société, dans son entreprise, parce que le stock mort est quelque chose qui est difficile à sortir, à recycler, puisque là, on parle de recyclage. Et cette gestion-là, elle est vertueuse, au contraire. C'est ce qui tend
à faire, c'est penser intelligemment. C'est pas penser à faire de la masse, hein, mais c'est penser intelligemment parce que le but, c'est que de vendre. Si c'est parce que chez l'opticien, le but, c'est de vendre les produits, c'est pas qu'il les ait sur les bras. Donc, c'est penser intelligemment. Non, non, c'est. Ah, il y a Delphine hein, qui te félicite hein, sur Merci Delphine. sur cette idée. Mais attends, je sais pas, il y a Julien qui me dit qu'il y a une autre question, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres qui veulent répondre à la question précédente déjà. Ouais, si c'est possible, Carole, on a essayé de mettre en place quelque chose d'un peu particulier qui se rapproche finalement un petit peu de ce que vous faites chez Freud, c'est de se dire qu'on produit en toute petite série. Donc, il y a des modèles qu'on assemble en fait vraiment à la demande de l'opticien, donc sur la base d'un assemblage de matériaux, couleurs, etc. Mais on a un concept qui est un peu particulier, c'est qu'on livre également à l'opticien les éléments qui sont les éléments fixes en fait de la collection. Donc, il s'agit de petites plaques métalliques. Je vous montre là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais voilà, on a des petites plaques de ce type-là. Et l'opticien, en fait, désassemble le branche, la paire de branches, le nez, et commande à la demande en fait les éléments imprimés en 3D et lui-même assemble le produit. Ce qui lui permet une adéquation parfaite avec son client, puisqu'on a la possibilité de faire vraiment du sur-mesure avec ce système, notamment au niveau des manchons et des faces. Et derrière, une fois qu'il a retiré les différents éléments, donc ça donne une petite plaque métallique de ce type-là, nous, on va les récupérer. Et on va organiser, en fait, donc il y a un système de consignes donc qui est vraiment à déployer et derrière récupérer et travailler avec notre fournisseur pour justement la partie recyclage de ces parties acier. Voilà, nous on a essayé de gérer les choses comme ça parce qu'effectivement il y a des éléments qui sont des éléments fixes, donc alors qu'on produit en toute petite série, hein, nos plaques, on a besoin, en fait on les commande par entre 20 et 30 plaques, donc c'est très peu finalement. Donc c'est pareil, on n'a pas de stock chez nous. L'idée c'est pas de faire de stock là, mais il y a quand même tous les éléments qui sont vraiment des éléments à la demande et sur mesure. L'idée c'est de combiner l'ensemble et puis vraiment redonner aussi à l'opticien ses lettres de noblesse, c'est-à-dire redevenir un peu lunetier avec un système d'assemblage simple, mais vraiment lui permettre de faire la lunette. Et donc on récupère des parties. C'est ce que je me suis écrit parce que je prends des petites notes et c'est que j'étais en train d'écrire. L'opticien, il se réapproprie le produit et ça, je trouve ça génial parce que l'opticien, on le voit plus comme un vendeur, mais comme quelqu'un qui participe à la vie d'une marque, à la vie d'un produit et je trouve ça génial. C'est aussi un joli clin d'œil aussi aux partenaires, parce que ce sont des partenaires, les opticiens, et c'est génial. J'ai écrit la même chose. C'était rigolo. Alors, du coup, j'ai une question de Laurence. Qui est très intéressante et ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui sur la chaîne d'Optic for Good. Je ne fais pas de pub pour ma vidéo, mais ça me rappelle ça, mais ça c'est intéressant aussi de partager vos réponses. C'est au niveau du magasin, qu'est-ce qui peut être recyclé dans la lunette? Les calibres, les vieilles montures, les verres clients, quel circuit pour ces recyclages? Et en plus, ça tend une perche sur une question que je voulais poser à la fin, mais voilà. Moi, je peux commencer à répondre à la question, puisque oui, j'ai lancé le programme de recyclage des lunettes cassées et calibres de présentation, vieilles lunettes qui ne sont pas réutilisables. Les verres clients, le problème, c'est que ça ne se recycle pas, le verre ophtalmique. Ça, j'en parle aussi dans la vidéo. Donc, je vais le mettre en lien dans ce live pour que tu vois, en tout cas, Laurence, pour que tu vois les réponses que j'apporte. Mais vous, est-ce que vous avez d'autres pistes que moi, j'ai pu mettre en place pour le recyclage des lunettes, le recyclage des calibres, le recyclage des vieilles montures, des verres clients, etc. Ouais, je vais peut-être dire deux mots là-dessus et je vais faire le lien avec ce qui s'est dit, avec la question précédente. Oui. Sur la notion de recyclage,
on a la même approche que ce que je disais tout à l'heure, c'est que avant d'essayer de recycler quelque chose, on est plutôt dans l'approche d'essayons de diminuer les déchets. Et en fait, on en avait déjà discuté ensemble, mais j'en reparle pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Un de nos grands chevaux de bataille, ça a été la PLV. Moi, ça m'a toujours horripilé de voir les tonnes de prospectus qui traînaient dans les tiroirs des opticiens. Et même j'ai discuté avec un opticien hier qui me disait, mais même moi, quand je demande à mon fournisseur de ne pas m'envoyer de PLV, il m'envoie quand même 40 kilos de PLV qui ne me servent à strictement rien. Donc, en fait, nous, on a pris un contre-pied assez audacieux sur le sujet. C'est que déjà, la PLV, on la vend. Déjà, première chose, c'est que la PLV, chez nous, on la vend à nos opticiens. Mais évidemment, on a essayé de mettre un peu d'intelligence là-dedans, c'est qu'on vend de la PLV responsable, c'est-à-dire qu'on ne vend pas du papier, on vend en fait des petits chevalets en bois, donc qui sont issus de forêts FSC, donc gérés de manière responsable. Et localement, parce que nous, on est à proximité des Vosges, donc en fait, on fait des petits chevalets en bois des Vosges. Et en fait, donc c'est ces petits chevalets qu'on vend à nos partenaires et on leur donne la possibilité, en fait, via un lien vers un espace en ligne, de télécharger eux-mêmes les supports pour intégrer ces petits chevalets. Encore une fois, dans la même logique, c'est que plutôt que moi, j'aille imprimer en grande quantité sur un acteur en ligne 2 tonnes de flyers qui pourraient peut-être ne pas servir, et ben en fait, je délègue le soin à mes partenaires de le faire s'ils estiment qu'ils en ont besoin. S'ils veulent faire une vitrine, s'ils veulent animer leur table de vente, etc., ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, et ben ils ne le font pas. Et en plus, s'ils veulent le faire, ils vont le faire avec un de leurs acteurs, avec un de leurs imprimeurs locaux, plutôt que moi, je fasse travailler un acteur centralisé qui fait ça en ligne avec d'énormes volumes. Donc voilà, nous, sur ce sujet, encore une fois, c'est plutôt que les aider à recycler, et ben en fait, on leur laisse pas trop le choix. Alors, voilà comment on fonctionne. Et en fait, au début, ça les surprend, évidemment, parce qu'un opticien, lui dire que je vais lui vendre la PLV, au début, il ne comprend pas trop, hein, il n'est pas trop habitué à ça. Mais une fois qu'on lui explique un peu la démarche et qu'on le réintègre dans l'histoire qu'on raconte et qu'il voit un peu de congruence dans ce qu'on fait, et ben déjà, ça le perturbe un petit peu moins. Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, ça marche plutôt très, très bien. Le deuxième point, c'est sur la monture. On a mis en place un service qu'on appelle, nous, le service Netlux Seconde Vie. C'est que moi, j'ai un parti pris fort, c'est que pour moi, la monture la plus écologique, c'est la monture qu'on a déjà. Donc déjà, premièrement, c'est que nous, on travaille beaucoup sur la robustesse de nos montures. J'ai un opticien, pas plus tard qu'hier, un opticien belge qui me disait, vous communiquez sur le fait que vous avez des montures qui résistent au temps, qui sont robustes. Vous savez, c'est contre-productif pour nous, parce que nous, notre objectif, c'est de vendre plus de montures. Si votre monture, elle tient trop longtemps, vous me tuez mon business. Donc, je lui dis, bah, je comprends bien l'idée, mais peut-être qu'il faut voir le sujet à l'inverse, c'est que peut-être qu'un client va venir chercher justement cette monture-là, parce qu'en fait, il y voit un intérêt. Donc, le principe du service Netlux Seconde Vie, c'est ça, c'est le postulat, c'est que la monture la plus écologique, c'est celle qui existe déjà. Donc, nous, vraiment, on se positionne comme un acteur responsable qui essaye de limiter tout cet effet de fast fashion où en fait, on a de plus en plus d'acteurs qui vont fabriquer de plus en plus de produits peu chers et souvent fabriqués dans des conditions sociétales et environnementales assez dramatiques. L'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, est-ce que tu as vraiment besoin de 4 paires de montures est-ce que tu as vraiment besoin de 4 montures par an peut-être que finalement, une seule te suffirait. Voilà. Et donc, le principe du service Netlux Seconde Vie, c'est qu'en fait, à vie, le consommateur qui a acheté une monture Netlux, il peut nous la renvoyer et on lui remet à neuf. On lui change les branches, on lui refait le polissage, on lui change les armatures, on lui change les charnières, etc. On peut lui remettre sa monture à neuf et ça, c'est à vie. En plus, évidemment, d'une garantie fabrication, mais ça, il n'y a rien de particulier sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, on a ce service Netlux Seconde Vie qui donne une seconde vie aux montures plutôt que les jeter, parce que je pense que n'importe quel porteur de lunettes a chez lui, dans ses tiroirs, une bonne dizaine de montures qui finalement ont encore de la valeur.
Oui, Voilà. oui, oui. Je pense là que tous les quatre, vous travaillez sur des lunettes durables. Et c'est vrai que la durabilité est pas facile à transmettre sur un modèle économique qui est de la vente. Et donc, du coup, c'est Exactement. aussi à l'opticien à repenser sa manière, son magasin, à repenser sa manière de vendre, à repenser, voilà, en fait, une structure pour qu'elle soit aussi durable de son côté. Parce que oui, on peut proposer des lunettes durables, mais si on n'en vend qu'une par client tous les 5 ans, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, c'est Oui, mais après, il y a l'effet de mode. L'effet de mode fait qu'on a oui, envie de changer sa monture. Donc, il y a oui, pas... oui, oui. Il y Et a toujours le ce troisième côté-là. point, on a un troisième sujet chez nous. Oui, C'est dernièrement, en fait, je faisais mes courses chez Leclerc, pour ne pas les citer. Et en fait, Leclerc Drive, en l'occurrence, très précisément. Et j'ai vu qu'ils ont fait apparaître sur l'application Drive une petite case pour savoir si je voulais ou pas qu'ils me livrent mes courses dans des sacs. Et en fait, il déportait la notion de responsabilité. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et donc, je m'en suis inspiré. Et donc là, on a commencé à mettre en place quelques initiatives pour tester le principe. En gros, on appelle ça le principe de nos partenaires responsables. C'est est-ce que tu veux être un partenaire responsable? oui. Et en fait, si notre partenaire décide d'être un partenaire responsable, il va accepter un certain nombre de changements. Par exemple, on va plus mettre de calibre de présentation, on va faire des regroupements de commandes, etc., etc. En fait, il va accepter de facto un certain nombre de changements pour effectivement des sujets de responsabilité. Et l'approche est un peu la même. C'est que finalement, donne-moi ton accord Oui. pour faire un certain nombre de choses sur ce point-là. Et le fait de les impliquer sur ce sujet-là, déjà, ça va permettre de prendre conscience de l'impact de tous ces petits éléments, parce que voilà, on va mettre des calibres de présentation, ça paraît pas grand-chose, mais ça n'empêche que finalement, c'est de la matière qui a été travaillée pour rien, strictement rien, parce que ça ne sert à rien, etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de faire un envoi par jour versus faire un envoi tous les 3 jours? Est-ce que fondamentalement, ça change la donne que mon client, il attende sa monture 2 jours de plus? Pas forcément. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça soit fortement impactant. Mais néanmoins, voilà, on a encore, on n'a pas pris le même parti pris que sur la PLV, où là, pour le coup, on est drastique, c'est binaire. Oui. Mais on les amène petit à petit sur ce sujet de sensibilité. Et on a voulu, en fait, ne pas qu'il y ait d'impact financier. On n'a pas voulu que celui qui décide de devenir un partenaire responsable ait un intérêt financier, parce que pour le coup, on veut qu'il vienne sur ce point-là pour les bonnes raisons. Voilà. Oui, oui, oui. C'était le dernier point. Oui. J'arrête de parler. Oui, mais je pense que tous les quatre, vous êtes dans ce move-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui veut… Je veux bien rajouter un petit truc. Oui, Je ne vais pas parler de fraude. d'accord. Je vais parler de Florent et de mon expérience. Bon, je ne fais pas partie des plus jeunes, je ne fais pas partie des plus vieux, mais je ne fais pas partie des plus jeunes, donc j'ai un petit peu baroudé. Pour moi, en magasin, il y a déjà énormément de leviers pour essayer de réduire au maximum son impact à ce sujet-là. Facile à dire, puisqu'on est devant vous aujourd'hui, c'est choisir déjà vos partenaires qui eux-mêmes sont dans ce sens-là et vont vous en envoyer moins. Deuxième chose, il y a une multitude d'associations qui permettent de donner une deuxième vie à des équipements optiques. Si à chaque fois qu'on a un patient ou un client, comme on a envie de les appeler, qui vient renouveler son équipement, on lui propose, si ce n'est sa dernière, mais au moins son avant-dernière paire, de nous la redonner pour pouvoir en faire profiter une autre personne, ça va déjà permettre d'éliminer ce qui va traîner dans les tiroirs et surtout qui va permettre à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes capacités financières et sociales qu'on a en France, d'avoir accès à ça, ou peut-être même en France, des gens plus démunis. Deuxième chose, vous avez des fabricants, et on est quelques-uns dans la liste là, à avoir mis en place des ateliers de réparation, où on a investi sur ça, pour donner une plus longue durée de vie à nos produits. Donc déjà, ça permet d'éviter d'acheter un produit qui est réparable. Troisième point, quand vous recevez les lunettes en magasin, peut-être que bon nombre d'entre vous le font déjà, mais très souvent, les montures ont, en plus de leur sachet plastique, qui est juste une calamité, des manchons
en plastique de protection pour les branches de lunettes. Oui. Nous, en magasin, on les récupère tous. On a 4 salons de coiffure à proximité dans notre petit village et on distribue chacun leur tour un lot. Et croyez-moi, ils sont super contents parce que eux, ça leur évite d'en acheter pour protéger les lunettes de leurs clientes pour les moments de coloration. Tout ce qui va être sachets en plastique qu'emballent les lunettes. Ne les jetez pas, gardez-les. Quand vous avez des retours produits à faire auprès de vos fournisseurs, ça permet de protéger les montures. Après, les verres de présentation, montures cassées. Alors, pour les verres de présentation, je sais que Carole a un truc sous le coude en ce moment, qu'elle y réfléchit sérieusement, donc elle va peut-être nous amener une solution magique. Mais en tout cas, il y a un truc qui existe qui s'appelle le do-it-yourself. Moi, j'ai vu, à force de visiter des magasins, des choses extraordinaires. Des gens qui avaient fait des luminaires avec des lunettes cassées. Des gens qui avaient fait des luminaires avec des verres de présentation. J'ai même vu une fois à New York, impossible de me rappeler le nom du magasin, un magasin qui devait faire pas loin de 100 mètres carrés, ce qui est extraordinaire à New York, en général, c'est plutôt des toutes petites boutiques, où le gars avait récupéré pendant des décennies toutes les lunettes cassées de ses clients. Et quand il a refait son magasin, il a fait son sol en résine en suspension en intégrant les lunettes à l'intérieur. Et quand on rentre dans le magasin, on sait qu'on est chez un opticien. Voilà. Donc, je pense que le do-it-yourself peut permettre de solutionner pas mal de choses quand même. Voilà. C'est sympa comme déco. Oui. Ouais, carrément, c'était top. Nous aussi, dans un esprit de réparation, l'idée de faire de la lunette durable, c'est que ça dure. La lunette, c'est aussi un bel objet qui peut avoir une histoire. Et nous, sur les matières et sur les pratiques qu'on a justement pour les fabrications, une paire, surtout sur le bois, si elle est cassée, abîmée ou écornée, on fournit à l'opticien les outils pour la réparer. Que ce soit un éclat qu'il puisse y avoir sur l'avant, sur la face ou autre, on peut remplacer, mais on peut aussi recoller, changer les lamellés, rajouter de la matière. Le bois, c'est une matière qui permet d'être travaillée de plein de manières différentes. Et ça permet aussi d'avoir une lunette qui a une histoire, qui a des impacts, qui a une vie, mais qui est quand même toujours belle. Et nous, on va vers l'opticien en lui disant, voilà, le bois, dans la tête des gens, c'est fragile ou autre, mais l'acétate, pareil, si quelqu'un s'assoit dessus, il se passe des choses. Mais ça peut se réparer, s'entretenir et avoir une deuxième vie et se préserver pour avoir des choses qui sont assez sympas ou plus particulières ou même modifiées. Parce qu'effectivement, si l'année prochaine, j'ai envie d'avoir, je sais pas, du jaune sur le haut de ma branche, au final, j'ai qu'à retravailler la monture et remettre une couche de jaune dessus avec un beau lamellé jaune qui ira s'intégrer de la même manière. Et les huiles qu'on utilise pour ça, nous, on les fournit également aux opticiens pour protéger les montures. Oui, ça revient comme tout à l'heure, c'est faire participer l'opticien qui se réapproprie le produit aussi. Et du coup, il est acteur de ce qu'il propose aux clients et de ce qui se réapproprie le produit et participe avec vous à l'aventure. Et ça, c'est super. Et il est opticien lunetier. Oui, exactement. C'est notre métier. Finalement, on se réapproprie notre métier en étant éco-responsable, non? C'est ça. Alors, on est presque à 1 heure de discussion entre nous. Et ça passe vite quand on est des passionnés. On dit plein de choses. Il y a plein de belles choses qui se sont dites. Mais je voulais finir, moi, sur une dernière question. Parce que donc on a parlé de vous, ce que vous avez mis en place. On a répondu aux questions sur des problématiques peut-être en magasin ou des problématiques d'entreprise. Mais j'aimerais poser une dernière question. Si on était dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait instaurer? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans notre secteur pour que le recyclage soit optimal, on parle de recyclage, parce qu'après, je sais que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, mais là, c'était pour rebondir sur cette journée du recyclage, pour proposer des solutions et peut-être donner des idées. Peut-être qu'il y a des industriels qui nous écoutent ou des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent développer quelque chose dans notre secteur. Quelles solutions il manque
pour faciliter tout le monde le recyclage. Moi, je pense que ça passerait déjà par l'éducation, qu'on apprend les maths, le français. Ce serait bien qu'on apprenne aussi ce que c'est que l'écologie, la consommation énergétique et l'impact qu'on peut avoir sur notre passage sur Terre. Ça permettrait de donner une nouvelle vision à la vie qu'on a et à la vie qu'on propose aux autres. Voilà, moi, c'est un truc qui me paraît assez important. Et dans un monde idéal, effectivement, on apprendrait et à compter et à préserver ce qu'on a autour de soi et à l'utiliser de la bonne manière et pas juste gâcher pour le plaisir de dire hey, j'ai gâché le dernier truc. C'est limite avoir un module écologie dans le BTS d'opticien lunetier. Non, un cours, même, on arrive en CM2, en Oui. CE2, on apprend à plus jeter ses papiers par terre à la maison ou dans la rue, on apprend à mettre son linge sale dans un truc. Normalement, il y a ça qui est instauré depuis, ça je l'ai vu avec mes enfants, depuis 2 ou 3 ans. C'est pas forcément bien pris par les parents. Les enfants, eux, c'est tout à fait naturel. Mais oui, c'est ce que Delphine dit, comme me dit Julien. Mais c'est aussi dans notre secteur, pour limite avoir un cours pédagogique sur l'éco-responsabilité, l'écologie, la gestion de la en BTS. Moi, je prends en BTS d'opticien lunetier parce que j'ai fait que ça. Mais il y a peut-être aussi d'autres secteurs dans l'optique lunetterie où il serait intéressant d'instaurer aussi ces cours pédagogiques. Non, c'est une bonne remarque. Moi, je ne suis pas opticien. Moi, j'ai un diplôme en biochimie de l'eau à la base. Et en fait, à l'école, donc on apprenait aussi autant que la plomberie, la menuiserie et la chimie, mais on apprenait également à tout ce qui était l'écologie, tout ce que c'était que voilà, je vais aller fabriquer ça, quels vont être ses impacts sur le futur? Est-ce que il faut que je le fasse de cette manière-là ou il ne faut pas plutôt que je réfléchisse au problème différemment? Ça faisait partie des cours qu'on avait. C'est pour ça que je pense à ça et je me dis que ce serait intéressant d'intégrer ou dans des modules, que ce soit BTS ou autre, mais peut-être même bien plus jeune. On est d'accord, tu as dit dans un monde idéal? Oui, dans un monde idéal, parce que peut-être ça va donner des idées à d'autres qui vont peut-être le développer. Et donc, du coup, moi, dans un monde idéal, je rêve que déjà nous ayons dépassé depuis plusieurs décennies le cap de la consommation abusive, excessive, surconsommation, etc. Et que notre civilisation soit entrée dans une philosophie d'acquisition minimaliste. Je n'achète que ce que j'ai besoin en un seul exemplaire. Je ne suis pas un glouton de la consommation. Et à partir de là, déjà, ça va éliminer une grosse partie de production inutile. À titre personnel, je rêve un jour d'arriver au stade du zéro déchet. J'essaye au quotidien de m'y en rapprocher. Je travaille sur le côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le minimalisme. Mais je pense que c'est une question de mœurs, en fin de compte. Ça fait des années que nos économies consomment. Ça fait des années que nos économies de nos pays et mondiales ne fonctionnent que par la consommation. On nous a inculqué ça depuis qu'on est petit. Il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. On sent un petit rétro-pédalage en ce moment, mais ça reste quand même hyper rare, quoi qu'il en soit. Chacun va faire un effort sur un produit en particulier, mais ça ne devient pas une philosophie de vie encore. Et je pense que vraiment, si on veut rentrer dans ce côté réduction au maximum, c'est le seul moyen. Après, petite touche d'humour maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais cette semaine, il y a une société suédoise qui a lancé un flower mask, qui est un masque en tissu biodégradable, sans élastique, sans polymère, sans rien, et ils ont poussé le vice d'intégrer à l'intérieur des graines de fleurs. Et ce qui fait que là, quand le masque il est bon à jeter, au lieu de le mettre à la poubelle, on le plante dans la terre, et quelques semaines après, on a un bouquet de fleurs qui sort par terre. Et ben, si l'optique pouvait arriver à ça, ce serait top. On va y arriver, on va y arriver. Sébastien, est-ce que tu as un mot à dire sur ce monde idéal?
Oui, quelque chose qui serait vraiment entre les deux derniers témoignages, finalement, c'est pour raccrocher un petit peu à l'optique. C'est en fait l'optique à la base, c'était quand même enfin, une paire de lunettes, c'est une prothèse avec un usage avant tout. Et en fait, petit à petit, notamment par la société de consommation, on a transformé ça en un objet modal qui fait que aujourd'hui, un produit qui fonctionne absolument parfaitement, et au bout de 6 mois, il faut le changer. Et ça, je trouve que c'est dramatique. Enfin, il y a un chiffre, moi, qui me choque, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, il y a 10 millions de lunettes par an en état de fonctionnement qui sont jetées et qui ne sont pas données, pas transmises, et qui sont jetées. Et en fait, je pense que ça passe aussi par l'éducation, et là, pour le coup, des opticiens, transformer un peu leur business model et aller un peu plus sur la réparation et sur le service, en fait, plus que la vente pure et dure de lunettes. Et, entre guillemets, arrêter de se focaliser sur oui, ton produit, c'est vachement bien, mais du coup, c'est quoi la nouveauté qui est après? Parce qu'en fait, toujours vouloir de la nouveauté, ça pousse aussi les industriels à produire toujours plus, sans même se poser la question de pourquoi on le fait. Et du coup, on génère énormément de déchets. Et ça permet de raccrocher avec l'intro finalement qu'on a faite, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et que donc, tant que le produit, on a la possibilité de le réparer, je pense que c'est important. Du coup, dans la formation de l'opticien, c'est peut-être mettre l'accent là-dessus, sur aussi ce qu'est une paire de lunettes. Ce n'est pas qu'un objet de mode. On a cette chance-là, c'est un bel objet, c'est quelque chose qui raconte quelque chose de soi. Il y a une dimension évidemment esthétique indéniable, mais c'est aussi un instrument, un véritable instrument qui permet de lire, qui permet du coup la transmission du savoir, qui permet tout un tas de choses. Et je pense que c'est une valeur qu'on a oubliée. Et c'est dommage, parce que c'est un objet qui est, peut-être certains d'entre vous connaissent Gérard Larnac, donc le rédacteur de l'Essentiel de l'optique, qui est un ami et qui dit la lunette, c'est un objet humaniste. Et il a raison, on a oublié ça. C'est un objet humaniste et c'est pas juste quelque chose qu'on peut renouveler comme ça en permanence. Voilà. Je connais quelques opticiens qui ont mis en place des rayons deuxième main dans leur point de vente. Ça se fait de plus en plus, tout à fait. Voilà, ouais. Ils mettent en place un système de prix d'Argus des montures pour reprendre les montures à leurs clients. Ils les reconditionnent complètement à neuf et ils les revendent, ce qui permet à des gens qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de mettre très cher dans un produit, de pouvoir acheter un produit d'un certain niveau de qualité. Et enfin voilà, et c'est une espèce de circuit circulaire assez intéressant. Je pense qu'il existe plein de solutions. Après, il faut juste les mettre les unes à côté des autres pour essayer de faire une belle chaîne avec plein de maillons. C'est ça, tout à fait. Christophe, est-ce que tu as une idée pour ton monde idéal? Je ne sais pas si c'est le monde idéal, mais moi, je pense que dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, je pense qu'il n'y aura plus de lunettes. Hein. Je pense que en fait, euh, ça sera un produit vintage, les lunettes, parce que les opérations chirurgicales permettront de ne plus avoir besoin de porter de lunettes. Donc peut-être que c'est ça, Voilà, c'est l'ambiance. c'est peut-être ça l'avenir. Voilà. C'est que finalement, pour pas faire de déchets, enfin pour limiter les déchets, ne pas les produire. Donc on produira peut-être plus de lunettes, on ne sait pas. Hein. C'est une solution, hein, comme une autre. C'est une solution. Évidemment qu'il y en a qui l'envisageront. Hein. Ça ne sera pas forcément bon pour nos business respectifs, mais à terme, les cycles économiques ont fait disparaître des secteurs entiers avec une nouvelle innovation qui arrive sur le marché et qui se démocratise. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi le monde de la lunette y échapperait. Surtout que ça reste un métier quand même qui est très, qui est peu innovant, on ne va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas non plus d'énormes innovations qui sont arrivées dans le monde de la lunette ces dernières décennies ou siècles. Hein. Et sinon, j'entendais Cyril tout à l'heure mettre en avant le levier de l'éducation. Je suis complètement d'accord, évidemment, c'est un super levier, l'éducation. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi peut-être oublier le levier de la punition, qui peut aussi très bien marcher. Moi, j'ai 3 enfants. J'essaie de très, très bien les éduquer. J'essaie de leur faire prendre conscience de plein de choses, d'avoir une approche saine avec eux. Mais parfois, une bonne punition, ça marche bien aussi. Et je pense que demain, avoir une économie ou une taxe carbone extrêmement agressive et dissuasive pourrait remettre un peu les choses à leur place
Parce que je pense qu'il faut pas, enfin, ça serait peut-être presque utopiste de croire que les gens ils viendront parce que voilà, on va tous prendre conscience qu'il faut protéger la terre, etc., etc. Il y en a plein qui viendront parce qu'en fait, ça leur coûtera trop cher de continuer à faire ce qu'ils font actuellement. Et si en fait, aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de prendre la voiture, bah, peut-être qu'on réfléchira 2 fois à prendre la voiture ou à faire un voyage à l'étranger, ou etc., etc. Je pense que voilà, une bonne punition. Alors, je disais il y a dernièrement un article, mieux vaut une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. J'irai peut-être pas jusque-là, mais quelque part, voilà, une punition juste. Une punition juste, c'est aussi, ça peut être très efficace, une punition juste. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est plus un changement de voilà, une bonne punition. Ça serait le message. Si mes enfants m'écoutent, auto-censuré là. Les enfants, si vous m'écoutez, sachez que ce soir, punition. Ce soir, punition. Pas d'iPad. C'est pour votre bien. Donc, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, c'est vrai que ce que j'ai noté durant cette heure tous ensemble, c'est toujours une question de partenariat, de responsabilité, de prise de conscience. Et même dans l'utopie, même si dans cette utopie future, si on peut éviter une punition, ça serait bien, en faisant justement de la pédagogie en amont pour qu'on ait un comportement plus responsable, que ce soit en tant que lunetier et en tant qu'opticien en magasin. Et je pense que le fait d'introduire l'écologie dans les formations, dans n'importe quelle formation, serait intéressante à noter. Et donc, s'il y a des personnes qui s'occupent d'écoles, et il faudrait qu'ils introduisent, je pense, cette notion d'écologie dans notre métier pour sensibiliser encore plus et apporter des solutions. Parce que des solutions existent, c'est juste qu'il faut les connaître. Donc, il faudrait c'est comme le savoir, comme l'écriture, les maths, faire des équations, philosopher ou quoi. Ben, on réunit ça tout dans un cours et puis on transmet ce savoir-là. C'est pouvoir transmettre ce savoir-là aux professionnels. Donc, j'ai lu que, je ne sais pas, Florent, si tu peux me confirmer, qu'ils essayaient de refaire un peu le BTS d'opticien lunetier, de refaire les cours, non? C'est pas ce que j'ai entendu. Non, alors, je ne sais pas si on peut dire s'ils essayent de le refaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une envie de refonder le diplôme. Après, est-ce que c'est tout simplement pour aller le mettre clairement plus sur un niveau européen, parce qu'on est quand même en France juste à la ramasse à ce niveau-là, ou est-ce que c'est pour spécialiser le métier d'opticien lunetier français à une méthode encore plus française? Enfin, moi, je pense que c'est pour aller plus sur le système européen et puis mettre des possibilités de transfert d'une filiale à une autre. Voilà. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc, on restera dans l'utopie encore. On finira dans nos rêves ce live. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Croisons les doigts que nos idées évoquées dans cette vidéo trouveront un écho quelque part dans la sphère du web et se réalisent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Et puis, merci à ceux qui nous ont suivis pendant toute cette heure-là et pour ceux qui nous suivront dans les replays et pourront s'inspirer de vos idées. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et merci à ceux qui ont suivi ce SL. Merci. Et puis, au revoir tout le monde. Passez une bonne journée et puis à très vite pour notre live. Au revoir. Bonne aventure.